Après, je vais aller un peu plus loin dans cette dénonciation des catégories à laquelle nous sommes soumises pour nous rendre totalement inefficients dans le combat. Et c'est plus risqué que de parler de l'artiste et de l'intellectuel à concept, et de l'artiste à style. C'est de parler de ces deux mots qui tuent. Il y a déjà le fascisme, hein, qui est déterminé négativement par l'antifascisme, c'est-à-dire, voilà, vous êtes toujours sous la menace de vous faire traiter de fasciste quand vous essayez de mener un travail critique cohérent. Et le deuxième, évidemment, qui là est le mot qui tue, que moi-même j'ose aujourd'hui prononcer, mais j'ai attendu des années, qui est le mot antisémite. Voilà. Vous savez très bien que si à un moment donné vous faites un travail critique sérieux sur le processus de domination actuel, on va vous traiter d'abord de fasciste, et si ça suffit pas, ensuite d'antisémite. Et là, je parle de catégorie de la domination, c'est que quiconque n'a pas le courage, à un moment donné, par une armure, je dirais, historique, conceptuelle, hein, à partir du logos, bien compris, d'aller affronter fièrement et crânement ces deux concepts qui sont en fait qui ne sont pas des vrais concepts, qui sont des entreprises de terreur intellectuelle, hein, il faut qu'ils se taisent et qu'ils fassent, comme je l'ai dit, de l'import-export. Parce que de toute façon, là où on en est aujourd'hui, dans cette période d'accélération de l'histoire, de radicalisation des positions, si votre seule terreur quand vous parlez, c'est de vous faire traiter de fasciste et d'antisémite, et que vous voulez éviter à tout prix qu'on vous balance ces anathèmes, hein, qui sont des anathèmes, effectivement, pour vous montrer que vous avez, que vous êtes passé dans l'hérésie, que vous avez blasphémé, parce que c'est quelque chose de religieux, et bien à ce moment-là, je dis, il faut élever ses enfants, faire de l'agriculture biologique, enfin, il faut arrêter de parler, parce que le temps est venu où il va falloir avoir le courage d'affronter ces pseudo-concepts qui sont effectivement des moyens de terreur très efficaces. Je le sais, parce que j'ai déjà été condamné par la justice pour ça, des fortes amendes, ça m'a valu la mise au banc des médias. Pour ceux qui ne se seraient pas rendus compte, quand est-ce que Dieudonné a été chassé des médias, quand est-ce que j'ai été chassé des médias, c'est sur cette question-là et aucune autre. Voilà. Et il faut oser un petit peu, je dirais, décortiquer ça. Alors je vais commencer par le plus risqué, parce que je ne sais pas, je m'attends toujours. Je suis comme un scientifique qui teste ses potions sur lui-même. C'est-à-dire que cette conférence a aussi pour but de voir si je suis envoyé au tribunal ou pas. Comme ça, je vois comment fonctionnent les lois de la République, à quel point on en est d'inversion des valeurs et de mensonges. Donc il y a une partie risquée, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vérifier et aussi mener le combat. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'accusation d'antisémitisme est une entreprise terroriste pratiquement de mauvaise foi dans 99% des cas. Je pense que l'antisémitisme existe. Je pense que le vrai antisémitisme historiquement vérifié s'appelle le nazisme, c'est-à-dire de prétendre que les juifs sont une race et que une idéologie, c'est-à-dire un système de valeurs et une vision du monde se transmettrait racialement, hein, qui est la théorie, et que donc il faudrait effectivement s'en prendre a priori à des gens qui sont congénitalement voués à incarner un système de valeurs, voilà, qu'après qu'on critique effectivement. Et d'ailleurs cette vision est assez étrange puisque ça veut dire que d'un côté il y aurait des sémites, de l'autre des ariens qui seraient le symétrique, et que l'avenir serait pas Jérusalem mais Germania. Enfin voilà, on voit qu'en fait on est dans une histoire avec un miroir inversé, et que ça serait la lutte entre ça existe, ça s'appelle l'antisémitisme, c'est vrai que ça existe. Et historiquement, évidemment, ça a donné des choses assez tragiques, assez violentes, que j'admets parfaitement. Les gens qui sont sur cette posture-là, ce que je crois Charles Maurras appelait l'antisémitisme de peau, sont à mon avis non pas 1% de la population française, mais 1% des gens désignés comme antisémites. Hein. Et on prétend que par cette réduction ad Hitlerum, que tous les gens qui se poseraient certaines questions aujourd'hui seraient de cette catégorie-là. Ce qui est à mon avis un mensonge, une saloperie conceptuelle, une entreprise de terreur, voilà, qui a pour but de vous faire tomber en l'arbre à la fin, comme on avait vu une fois Besancenot je crois que c'était devant le grand rabbin Citruc, je crois, qui s'était mis à chialer parce qu'on avait, pour traiter de Besancenot d'antisémite, il faut être un sacré maître de la casuistique dialectique, mais bon, il avait chialé. Donc normalement, moi je sais que j'ai compris d'où était venue mon éviction des médias, c'est que quand on m'a traité un jour d'antisémite, j'aurais dû me chialer. J'ai pas réussi à chialer, je suis mauvais acteur, j'ai pas demandé pardon, je me suis excusé, j'ai dit j'ai été mal compris, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, c'est pas ce que je voulais dire, je l'ai sans doute mal dit, je voulais citer Bernard Lazare, mais j'étais dans un café avec une caméra cachée, enfin voilà, ça faisait 2 heures que ces mecs masticotaient et m'emmerdaient, la phrase voulait bien dire ce qu'elle voulait dire, etc. Mais malgré tout, j'ai eu condamnation au tribunal de la République,
banni des médias, et chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a toujours un intellectuel ou un journaliste pour me traiter d'antisémite, et je suis censé baisser la tête et demander pardon. Voilà. Je ne veux plus marcher dans cette combine, parce que sinon, je vous dis, je quitte le pays, je me mets à l'agriculture biologique, etc. Donc je veux mener ce combat. Voilà. Alors, moi je prétends aujourd'hui que les gens qu'on traite d'antisémites sont simplement des gens, je vérifie mes notes, pour pas dire de bêtises, qui en fait critiquent les valeurs d'une idéologie qui est une religion mais qui est un système de valeurs qui s'appelle le judaïsme. Et pas n'importe quel judaïsme, le judaïsme talmudique. Voilà, hein, c'est un système de valeurs, ça s'étudie en lisant des livres, et là j'invite les gens à se cultiver sur le sujet. Vous lisez l'introduction au Talmud du grand rabbin Adin Stanzalt de Jérusalem, c'est le grand rabbin de Jérusalem, c'est traduit en français chez Fayard. Et vous lisez le système de valeurs qui est exposé et assumé dans ce livre. Voilà. Et vous pouvez trouver en le lisant que ce n'est pas tout à fait conforme, soit si vous êtes un religieux aux valeurs du catholicisme, soit si vous êtes quelqu'un qui a une formation philosophique à l'humanisme et à l'universalisme, et si vous êtes un politique, que ce n'est pas très conforme à la gauche authentique, c'est-à-dire de Marx, de Bakounine, etc. Voilà. Donc vous pouvez trouver qu'il y a des problèmes avec ce système de valeurs. Voilà, hein. Alors après, il y a un autre problème, c'est quand je dis, voilà, moi, aujourd'hui, je montre du doigt quelque chose qui pose problème, qui est la présence très, très, très étonnante en France de gens qui, en fait, se revendiquent de ce qu'on appelle le judaïsme talmudique, hein, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Alors après, il faut vous cultiver sur ces questions. C'est que il y a le piège qui est de tomber dans ce qu'on appelle l'essentialisme platonicien, c'est-à-dire, qui est d'ailleurs un jeu qui est joué des deux côtés. Ce qui est ça qui est intéressant, c'est de dire, les Juifs en de toute éternité étaient comme ça ou pas comme ça. De même que finalement, le nazisme est un miroir renvoyé au judaïsme en disant c'est pas vous le peuple élu, c'est nous, hein, c'est pas les Juifs, c'est les Ariens, ça serait l'avenir, c'est pas Jérusalem, c'est Germania. De même, finalement, quand vous faites de l'essentialisme platonicien en disant le judaïsme a toujours été pareil de tout temps, et il faut trouver un concept qui le définit éternellement, vous tombez dans le piège de la historicité, parce qu'en fait on peut démontrer par des lectures saines et approfondies que le judaïsme a changé à des tas d'époques. Et qu'aujourd'hui, on parle le judaïsme dont je parle, c'est le judaïsme talmudique d'aujourd'hui. Il a été très différent sans doute au VIe siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ, au 3e, au 8e, assez différent selon les lieux géographiques, selon la composition de la communauté en question, qu'il soit une communauté agricole ou pas agricole, de classe moyenne urbaine ou pas, selon qu'elle soit en relation dans un pays qui est une monarchie avec une dominance une prééminence royale, ou par contre un système féodal sans prééminence royale. Tout ça s'étudie. Je pense que l'homme le plus honnête qui a étudié tout ça, c'est un livre que je voudrais remettre en circulation, c'est Israël Shahak, hein, qui est un juif, fils de déportés israélien, et qui a eu l'honnêteté d'écrire ce livre, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Et ce qui est étrange, c'est que ce livre passionnant, d'une honnêteté incroyable, et qui justement ferme la bouche à tous les racialistes, d'un côté ou de l'autre, puisque finalement, aujourd'hui, le problème du racialisme, c'est que vous avez des gens qui disent « les juifs sont de toute éternité ça », alors c'est bon, ça c'est embêtant, mais surtout vous avez des juifs qui revendiquent de dire « je suis né juif, donc tout ce système de valeurs, je l'ai en moi de manière incritiquable par mon libre arbitre, car ça passe par le sang ». C'est assez délirant, c'est une théorie raciale intégrale à l'envers. Je crois que on a tous notre libre arbitre et qu'on peut, en conscience, quand on s'intéresse à un sujet, aller aux textes fondateurs qui définissent ce concept, qu'est-ce que c'est, et juger selon des valeurs, si on y adhère ou pas, il n'y a pas de problème. Refuser de faire ce travail s'appelle du tribalisme ou du racialisme, c'est-à-dire il n'est pas question que je critique parce que je fais partie de cette communauté, ou il n'est pas question que je critique parce que c'est ma race. À ce moment-là, il faut l'assumer. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'aujourd'hui, quand je détricote ce truc-là, je dis voilà, il y a un problème aujourd'hui avec des gens qui se réclament d'un système de valeurs qui est totalement non conforme à l'universalisme, qu'il soit d'ailleurs chrétien ou athée, aux droits de l'homme, etc. Quand je dis ça, je me fais traiter d'antisémite, alors que tout est à front renversé, alors qu'en fait, je suis quelqu'un, si je veux aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que je me fais traiter par quelqu'un de raciste, puisque aujourd'hui on a accolé l'antisémitisme, qui en réalité était l'antijudaïsme, soit l'antijudaïsme philosophique, soit l'antijudaïsme de gauche, soit l'antijudaïsme chrétien. On vous traite de raciste, alors qu'en fait votre démarche est un antiracisme intégral et authentique. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle un antisémite, dans la bouche d'un malhonnête comme Finkielkraut, qui a les moyens conceptuels de comprendre tout ça. Je ne vous parle pas du petit marchand de jeans du Sentier, qui est membre de la LDJ, qui a 20 ans et qui est un inculte total, à qui on a bourré le mou
que toutes ces élites, effectivement, ont bourré le mou et qui, de bonne foi, croient effectivement que quand je parle de ça, je veux réouvrir les chambres à gaz. Ça, c'est pas à lui que je m'adresse. Je m'adresse aux élites de sa communauté, comme Finkielkraut, qui maîtrisent le logos, il le prétend aussi bien que moi, et c'est sans doute vrai, et qui me traitent d'antisémite, et donc de raciste, alors qu'en fait, j'essaye de pointer du doigt une dérive raciste incroyable de gens qui sont non seulement en France, mais qui sont une communauté très puissante en France et qui prétendent aujourd'hui incarner la République. C'est pas rien comme contresens. Et là, cette prise de conscience m'est venue un jour quand Bernard-Henri Lévy, cadre de cette communauté, qui revendique d'être un juif adhérent à la pensée talmudique, donc je veux dire, il n'y a aucun procès d'intention, et qui à un moment donné sort chez Arlette Chabot dans une émission sur le service public à 1 heure de grande écoute, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Je réponds très honnêtement, les synagogues ne sont pas le symbole de la République. Et malheureusement, la liberté de culte, qui est un acquis effectivement de la République, et qui prouve qu'il peut y avoir des synagogues dans l'ère républicaine, mais c'était déjà le cas sous l'Ancien Régime, arrêtons de mentir, hein, effectivement, ce qui est dit ce qui est proféré dans les synagogues, c'est-à-dire le judaïsme talmudique contemporain, n'est absolument pas synonyme ou porteur des valeurs républicaines. C'est quand même assez facile à démontrer, et je le vérifierai d'ailleurs en fonction des attaques que je vais subir, qui seront soit des attaques physiques, parce qu'en général la réponse qu'on vous fait dans ces cas-là, c'est le passage à tabac, j'y ai déjà eu droit plusieurs fois, le tribunal, où là c'est le tribunal de la République qui vous condamne pour racisme, alors que vous n'avez fait que défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Et puis après, c'est tout ce qu'on appelle la diabolisation en douce, les injures, les boycotts, etc., que je subis totalement et que Dieudonné subit totalement, qui tendent à prouver effectivement une très grande puissance communautaire en France. Alors ça serait pas grave si cette communauté était sinon portée par des leaders qui sont effectivement soit, si on prend le CRIF ou le consistoire, qui se revendiquent totalement du Talmud, et j'irai encore plus loin, du Talmud et du sionisme. Et là on aborde la question suivante, c'est comment juge-t-on aujourd'hui qu'un Français d'origine juive, qui était le pacte républicain passé avec les gens de cette communauté, qui était, il faut se rappeler, nous ne stigmatisons pas les juifs, nous leur tendons la main pour qu'ils rentrent dans la République, et nous ne pensons pas systématiquement qu'un Français d'origine juive est quelqu'un qui adhère à des valeurs contraires aux principes de la République. Or, cette main tendue républicaine, qui est une phrase très précise, je crois, de Clermont-Tonnerre, qui dit « tout en tant que citoyen, rien en tant que juif hein, », c'était ça, et c'est inversé totalement aujourd'hui, où vous avez des gens qui, au nom de l'égalité républicaine, revendiquent l'inégalitarisme racialiste intégral du judaïsme talmudique en France, et prétendent vous envoyer en prison quand vous faites remarquer que ce n'est pas tout à fait ça le pacte républicain. Hein. Or, la réalité est de plus en plus éclatante devant nos yeux. Nous avons des élites juives qu'on appelle la communauté organisée, c'est-à-dire le CRIF et le consistoire, qui, on le sait, représentent qu'un juif sur 6. Donc là, j'admets bien que 5 juifs sur 6 ne sont absolument pas pris dans cet amalgame, et que d'ailleurs toute l'histoire juive, quand on l'étudie dans le bouquin de M. Charac, sont des gens qui n'ont rien demandé, à qui on oblige d'obéir à une loi, souvent d'ailleurs par la force, hein, voilà. Donc je n'incrimine personne de façon générale, je dis simplement qu'il y a des élites qui prétendent représenter une communauté et qui l'incarnent, qui se revendiquent à la fois d'un texte fondateur qui est le judaïsme talmudique, qui est en fait la Torah éclairée par le Talmud, puisque c'est le Talmud qui dit ce que la Torah veut dire, hein, c'est-à-dire que la Bible telle que la conçoivent les Juifs ne peut se comprendre que parce qu'on s'en dit le Talmud, et elle ne l'interprète pas comme nous le faisons nous catholiques et comme le font les protestants. Donc ça, ce sont il faut travailler sur la théologie. Et, comment dirais-je, empiriquement, cette vision du monde se vérifie par le sionisme comme processus historique, réel, comme attitude politique, et se vérifie par le soutien assez inconditionnel de ces communautés organisées à l'Israël. Et quand je dis c'est pas l'Israël on va dire du choc incroyable des violences hitlériennes, mais l'Israël d'aujourd'hui, qui est un État objectivement théocratique et militaire, qui revendique ouvertement une inégalité raciale entre juifs et non-juifs, notamment avec les Palestiniens, des persécutions, notamment sur les femmes et les enfants, on l'a vu dans Plomb durci, au nom des valeurs explicites du Talmud, qui décrètent bien effectivement que ne sont des humains que les juifs et que les non-juifs ne sont pas des êtres humains. C'est écrit en noir sur blanc. Donc à un moment donné, je pose la question très sereinement aux gens qui se revendiquent du judaïsme, est-ce qu'ils connaissent bien ce dont ils parlent? Est-ce qu'ils valident cette vision du monde? Et s'ils la valident, je déclare, moi,
en tant que Français, chrétien et républicain, qu'ils contreviennent à toutes les valeurs de mon pays et de ma civilisation, qui sont les valeurs chrétiennes et les valeurs, je dirais, républicaines, ce que j'appelle les valeurs helléno-chrétiennes. Voilà. Et récemment, j'ai mis sur le site Égalité et Réconciliation un extrait très court d'une conférence à usage interne de monsieur Attali, qui dit explicitement, c'est pas parce qu'on fait des enfants qu'on fait des êtres humains. Hein, il y a des gens qui font 7 enfants, c'est pas pour ça que ce sont 7 êtres humains. Et quand je dis être humain, je veux dire juif. Et qui dit bien, pour moi, il n'est juif, il n'est d'être humain que les juifs. Monsieur Attali n'est pas un extrémiste religieux qui vit dans un autre pays. Il prétend être un maître à penser en France. Il est omniprésent dans les médias. Et j'aimerais à un moment donné qu'il réponde à cette question. Est-ce que j'ai bien compris à quel système de valeurs il adhère? Et est-ce que, face à un tribunal, c'est moi qui mérite d'être condamné pour des propos racistes et qui contreviennent à toutes les valeurs de la République, ou c'est lui? Voilà. Et si à un moment donné c'est moi qui vais en prison, ça simplement démontrera, non pas par le sacrifice, mais je dirais par l'héroïsme bien compris, qu'effectivement tout notre système de valeurs républicains a été inversé de fond en comble par des manipulations et des glissements progressifs. Et j'invite d'ailleurs les membres de la communauté juive honnête, puisque je pense que il y a beaucoup de gens qui sont ce que Israël Shamir appelle des juifs sur les bords, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans cette communauté, comme moi je suis né catholique, je suis pas allé voir exactement toutes les exactions qui ont été commises au nom du Christ, et je ne les valide pas toutes, parce que j'en ignore sans doute le principal, et ça se dit sans doute pour mes amis musulmans, voilà, est-ce qu'ils sont musulmans, est-ce qu'ils cautionnent ce qui se passe en Arabie Saoudite ou au Yémen, etc. Non, ils en savent rien, et je leur demande pas de compte. Mais à un moment donné, je leur dis, il y a des choses qui posent problème. Est-ce que vous pouvez aller voir si réellement c'est ça que vous validez? Et si la personne me dit oui, c'est ça que je valide, en conscience, je dis ben bon d'accord, tu te décrètes donc comme ennemi de la République, ennemi des droits de l'homme, ennemi de l'humanisme, etc. Alors pourquoi aujourd'hui il me semble possible de parler de tout ça? Parce qu'il y a une jurisprudence qui s'est mise en place progressivement, qui est la jurisprudence anti-musulmane. Il me semble que la République française a validé par des procès dont les gens sont sortis vainqueurs, qu'on avait le droit de critiquer l'islam, puisque c'est une religion, et que nous avons le droit, en France, qui est une république qui a décrété institutionnellement et constitutionnellement la séparation des églises et de l'État, nous avons le droit de critiquer les religions. Or, moi, quand je critique le judaïsme, je critique une religion, et je critique d'ailleurs le judaïsme actuel, qui est le judaïsme talmudique, tel qu'il est aujourd'hui compris et professé, notamment dans le pays qui incarne cette puissance et cette vision, qui est Israël. C'est-à-dire que je demande des comptes sur le plan républicain au grand rabbin Adin Stanzal de Jérusalem et au grand rabbin Bernheim, qui est le grand rabbin de France. Et savoir si, effectivement, ce qu'il y a dans le Talmud, ce qu'il y a dans le livre des Égarés de Maïmonide, effectivement, il le valide et lui pose la question si, en son âme et conscience, il trouve que c'est conforme aux valeurs de la République et aux valeurs de l'humanisme et aux droits de l'homme. Et là, je dis que c'est d'autant plus obscène qu'on se rend compte aujourd'hui qu'étrangement, les gens qui nous donnent des leçons de droits de l'homme aujourd'hui en France et qui contrôlent finalement l'organisation droits de l'hommiste à travers les associations antiracistes, etc., sont très souvent issus de cette communauté et le revendiquent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous faisons donner des leçons d'égalitarisme républicain et de droits de l'homme par des gens qui pratiquement explicitement et ouvertement adhèrent à un système de valeurs qui contrevient à tous les principes et à tous les fondamentaux de la République et des droits de l'homme. Voilà. Donc je pose cette question parce qu'elle est radicale et je la pose. Combien de temps cette obscénité va-t-elle durer encore? Qui mérite d'aller en prison de mois ou deux? Est-ce qu'on aura le courage, si c'est moi qui dois aller en prison, d'abolir la République et de nous dire en fait qu'on a juste aboli la puissance catholique et que la séparation des églises et de l'État n'était pas tout à fait ce qu'on nous a expliqué, c'était plutôt remplacer la prééminence d'une église par une autre, mais à ce moment-là qu'elle dise son nom et qu'elle affiche ouvertement son pouvoir au nom de ses valeurs. Voilà, je pose ces questions. Hein. Ça me paraît assez radical. Voilà. Et j'incite les gens non pas à s'énerver, mais à lire et à s'instruire. Voilà. Et je le dis, nous allons essayer de remettre en vente 2 livres qui, étrangement, malgré la communauté du livre très présente dans le milieu de l'édition, 2 livres qu'on ne trouve que chez les bouquinistes et à la vieille taupe, c'est-à-dire quand même des éditeurs ultra-marginaux et étiquetés extrémistes. Il y a 2 livres que j'invite à lire, qui est L'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare. Bernard Lazare étant un héros de la communauté, premier défenseur de Dreyfus, premier compagnon du mouvement sioniste, mort à 36-37 ans, et dont il existe des centres Bernard Lazare, même à Paris, c'est-à-dire que c'est
quelqu'un qui est considéré comme un héros de sa communauté. Il faut lire le livre qu'il a écrit qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes, qui est un livre très intéressant, très honnête. Et le deuxième livre que j'invite à lire, c'est le livre d'Israël Sharak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, où il essaie de décrypter et de comprendre tout ce dont je vous parle en ce moment. Voilà. Voilà. Donc c'est quand on comprend ces sous-bassements, je dirais, à la fois politiques, philosophiques et voire même épistémologiques, qu'on comprend mes fâcheries récentes, notamment, parce qu'il faut toujours aller de la théorie à la pratique, avec les antisionistes belges. Voilà. Il y a quelque chose de risible dans l'antisionisme belge, c'est vrai, je le reconnais, ce qui est une forme de racisme anti-belge, mais c'est vrai que récemment, je me suis un peu heurté aux antisionistes belges qui me tiraient dans les pattes depuis très longtemps, en leur disant non pas vous n'avez pas le droit d'être antisioniste parce que vous êtes belge, mais en leur demandant à quoi sert votre antisionisme. Voilà. Et pour ça, c'est pareil, il faut faire un travail. L'antisionisme belge de M. Bricmont et M. Collomb est entièrement validé et assis sur la légitimité Chomsky. Voilà. Voilà. Et je crois qu'il faut avoir le courage d'aller au concept, de façon virile. En fait, ce qui sous-tend tout cet antisionisme, c'est de dire, en gros, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est une épopée coloniale européenne, anglaise, puis américaine, qui en fait ne montre pas du tout une certaine violence juive, qui aurait un lien peut-être avec la vision talmudique dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui a à voir avec la méchanceté, comment dirais-je, des impérialistes blancs européens, belges catholiques, et après, majoritairement, on va dire, protestants anglo-américains. Ce qui veut dire en fait que c'est pas la faute aux Juifs s'il y a Israël, c'est en gros la thèse, c'est la faute effectivement aux méchants blancs chrétiens éternellement. Voilà, c'est le logiciel en gros de ces antisionistes belges. Je dis que j'ai cru à ça moi-même très longtemps. Alors après il y a tous les corollaires, c'est Israël et n'existe que parce que c'est les Américains qui ont intérêt et c'est derrière en fait c'est la méchanceté, la puissance américaine. C'est pour ça d'ailleurs que récemment on a vu Obama demander un État palestinien dans les frontières de 67, et on a vu M. Netanyahou, c'est-à-dire le président d'un pays qui fait 6 millions d'habitants, je crois, et qui est grand comme 2 départements français, aller botter les fesses du président de la plus grande puissance militaire du monde. Qui donne des ordres à qui? Comment cela est explicable? Je dis que selon la thèse Chomsky, qui est, je dirais, la matrice de la thèse antisioniste belge, tous ces phénomènes historico-politiques deviennent incompréhensibles. Hein. Et là, je renvoie à l'excellent livre des messieurs Mersheimer et Walt, je crois, qui s'appelle La politique américaine et le lobby juif israélien, je ne sais pas si je cite bien, qui dit bien aujourd'hui, ce n'est pas les États-Unis qui se servent d'Israël parce que c'est leur intérêt pour dominer la région, pour des raisons pétrolières ou des raisons de diviser pour régner. Il y a très longtemps que cette thèse ne vaut plus rien. L'intérêt objectif des Américains serait d'être pro-iraniens. Et en fait, si l'Amérique se soumet à Israël, parce que c'est quand même ça qu'on voit, c'est parce qu'en réalité, la puissance israélienne, qui est en fait la puissance juive mondialiste, et qui s'explique par la puissance d'argent qui passe par Wall Street, essentiellement par Wall Street et la maîtrise du capitalisme financier, d'abord anglais puis américain, en réalité a pris le contrôle total de l'appareil politique américain par le contrôle de l'argent et de la corruption, et par le contrôle du Congrès par la corruption et par l'argent. Hein. Et quand je dis ça, c'est pareil, ce n'est pas une phrase délirante antisémite, elle est dite et assumée par Yitzhak Shamir et par monsieur, comment il s'appelle, monsieur Sharon, qui dit « Les Américains ne feront jamais rien contre nous, nous, Juifs, tenons l'Amérique, et les Américains le savent. » Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je dis est traçable, vérifiable de A à Z. Donc je renvoie les gens soit à leur honnêteté, soit à leur lâcheté. Je ne fais jamais moi que faire le travail que ne font pas certains journalistes qui soi-disant décryptent les médias mensonges et qui ne le font pas jusqu'au bout, parce qu'ils ont très bien compris que s'ils le faisaient jusqu'au bout, leur situation deviendrait évidemment très vite beaucoup moins confortable. Hein. Donc à moi, je dis voilà, vous êtes sortis de l'honnêteté, vous êtes sortis du courage, ou alors vous n'avez plus le niveau, vous n'avez plus la compétence, et s'il vous plaît, laissez les gens sérieux discuter. Car moi, je le dis bien, je le dis clairement, je préfère discuter avec un sioniste honnête, c'est-à-dire quelqu'un qui dit voilà, et j'en ai rencontré, nous sommes la nouvelle Sparte, notre système de valeurs judéo-talmudiques est un système qui légitime notre action de conquête et notre attitude par rapport aux Palestiniens et en général aux non-juifs. Nous le revendiquons, c'est dans nos livres, c'est validé par toutes nos élites communautaires mondiales. Et là, je fais remarquer que de prétendre, les élites communautaires juives ne seraient pas majoritairement sionistes est un mensonge.
On voit bien si on prend simplement l'exemple de la France, mais c'est pareil au niveau mondial, que et les élites laïques, c'est-à-dire le CRIF, et les élites religieuses, le consistoire, sont officiellement sionistes. Et alors ça, c'est aussi pour ceux qui me disent oui, mais il y a des rabbins antisionistes. Les rabbins antisionistes sont 1% du rabbinat, 99% des rabbins sont sionistes. Or, c'est eux qui décident. C'est pas moi qui décide ce qui est conforme à la religion juive. C'est le grand rabbin de Jérusalem, Adin Stanzalt. Et lui dit, moi, chef religieux, je vous dis que le sionisme est conforme aux valeurs et à la loi, c'est-à-dire la loi de la Torah. Et ça, c'est la réalité. Et là, j'insiste quand même pour vous faire remarquer que les religions en général sont toujours, et là, il faut sortir de l'essentialisme platonicien, sont réécrites en permanence, que ce soit la religion catholique, c'est pas pour rien qu'il y a le Concile de Trente, et puis le Concile de Nicée, et puis Vatican II, on réécrit, on modifie, on est passé dans le catholicisme officiel, il faut avoir l'honnêteté de le dire, de l'antisémitisme au philosémitisme. Voilà, c'est donc à un moment donné, c'est pas ce que le petit Jésus a dit qui compte, c'est ce que la papauté dit. Voilà, et c'est pareil. Je reviens sur la question. Ce n'est pas en lisant l'Ancien Testament qu'on peut savoir la vérité sur ce que pensent les élites juives de l'Ancien Testament. C'est en lisant l'interprétation qu'en font les rabbins. C'est-à-dire que c'est le Talmud qui dit la vérité de la Torah. Donc la vérité du judaïsme contemporain est dans le Talmud. Eh ben, il faut s'intéresser à ce système de valeurs. Alors après, je vous dis, il y a deux réponses. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je n'ai jamais lu le Talmud, je suis juif pour des raisons culturelles et des raisons de filiation. Je dis, pose-toi les questions de savoir ce que tu défends quand tu défends des positions. Et puis d'autres qui me disent, je les défends de façon assumée. Et ça ressemble de plus en plus aux élites communautaires actuelles, qui défendent cette position de façon assumée. Voilà. Donc à un moment donné, je leur dis, excusez-moi, mais il me semble que vous êtes sortis de la République et des valeurs républicaines. Donc à un moment donné, soit il va falloir que vous vous soumettiez à nouveau aux lois de la République, soit il va falloir que vous nous démontriez que vous avez pris le pouvoir sur la République, et effectivement, il va falloir oser passer au stade supérieur, qui est effectivement d'abolir la République, pour effectivement dire effectivement que la loi française, c'est le Talmud. Voilà. Et parce qu'on en est à peu près là, quand on voit les persécutions que subit le donné, quand on voit la façon dont je suis traité, etc. Et à un moment donné, ceux qui n'ont pas le courage d'aller, je dirais, sur ce chemin de vérité, qui se taisent, qu'ils aillent faire mumuse ailleurs, mais qui ne nous emmerdent pas. Parce que moi, je vous dis, voilà, je dialogue avec des gens, sereinement. Je suis absolument sûr de ma culture, de ma morale et de ma maîtrise du logos. Et je mets au défi quiconque de me vaincre sur le terrain honnête de la discussion honnête. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, en général, on me répond par des persécutions et pas par autre chose. Voilà. Alors après, si je veux passer à quelque chose d'un peu moins violent, au niveau des enjeux, il y a la question antifasciste. La question antifasciste est très liée à la question précédente. Dès lors que vous ne vous soumettez pas à toutes ces pouvoirs étranges et contradictoires actuels, vous êtes d'abord traité de fasciste, puis d'antisémite. On a vu que c'est systématiquement accolé. Il y a un tract qui vient d'être produit, je crois hier ou avant-hier, sur moi, fait par des antifascistes officiels. En réalité, à part une série de mensonges, toutes les citations qui sont mises de mon dernier livre montreraient que je suis hostile au judaïsme. Voilà. Oui, je suis hostile au judaïsme, il n'y a aucun problème. Oui. Ça fait pas de moi un fasciste, ça fait de moi un antifasciste authentique. Voilà, c'est clair et net. Si je leur réponds, au cas, ils n'auraient pas compris. Voilà. Donc après, effectivement, allons sur l'antifascisme. Parce que aujourd'hui, je parle pas de l'antifascisme courageux qui consistait à lutter contre les fascistes quand ils étaient là, qu'ils avaient le pouvoir. Je parle d'un antifascisme sans fasciste, qui est quand même beaucoup plus confortable, qui est l'antifascisme contemporain. Et il faut savoir d'où ça vient. C'était une stratégie de domination qui a été mise en place après-guerre sur un consensus qui est le consensus de Yalta, et qui est en fait le partage du monde de la vérité et du bien par le bloc communiste soviétique et le bloc du monde de la liberté, c'est-à-dire le bloc capitaliste américain. Voilà. Ils ont partagé et validé ce concept d'antifascisme qui avant était un concept purement stalinien, on va dire, et ils en ont fait un concept trotsko-libéral, c'est-à-dire en fait communiste anti-trotskiste anti-stalinien d'un côté et libéraux de l'autre. Et c'est ce concept fait consensus. C'est-à-dire que finalement, par l'antifascisme, ça permet de décréter frères en démocratie le capitaliste libéral et le communiste non stalinien, et de rejeter en dehors du monde des honnêtes gens, c'est-à-dire dans le monde des Untermensch qui méritent d'aller au tribunal de La Haye, si on va jusqu'au bout du processus, qui est d'ailleurs l'héritier du tribunal de Nuremberg, c'est le même processus, c'est-à-dire finalement que la justice et l'égalité ne vaut que pour ceux qu'on a décrétés des hommes, mais qu'on a les moyens, que ce soit selon la loi rabbinique ou selon
c'est une loi étendue, de décréter comme sous-hommes ceux qu'on veut détruire, c'est-à-dire la famille, par exemple, Kadhafi élargie, Ben Laden, qui lui n'a pas eu le droit, comment dire, à la présomption d'innocence comme Monsieur DSK, n'est-ce pas? Il paraît que M. Ben Laden, on l'a flingué à vue, ce qui est assez étrange. Normalement, on aurait dû le prendre vivant, le ramener, le juger, parce qu'on ne sait même pas s'il est responsable de ce dont on l'accuse. Et ça n'a gêné personne. Et la famille Kadhafi, en ce moment, pour ceux qui connaissent ce qui se passe, ils sont en train d'assassiner toute sa fratrie, tout son clan, petits-enfants, cousins, etc., par des attaques ciblées d'hélicoptères, et ça ne gêne pas les mêmes qui se trouvent scandaleux que M. Strauss-Kahn, après, sous prétexte qu'il a, comme on dit, troussé la bonne, pour citer Jean-François Kahn, un homme de gauche, comme chacun sait, catholique de surcroît, voilà, que c'est quand même scandaleux que le type se retrouve arrêté par la police parce qu'il aurait troussé la bonne, c'est-à-dire je crois, d'après ce que j'ai compris, lu, et qu'il vérifiera, il s'est fait faire une fellation de force par la femme de chambre. C'est vrai que ça ne mérite pas pour un futur maître du monde, effectivement, de sortir avec les bracelets. D'autant plus que selon la loi de M. Strauss-Kahn, qui se revendique, je cite Strauss-Kahn, je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour Israël, qui marié à Madame Sinclair, qui a déclaré, je crois que ça avait été repris à l'époque comme citation par le comique des proches, qui était assez courageux, qui avait déclaré qu'elle ne pouvait pas concevoir d'épouser un non-juif. J'aimerais bien savoir si on disait, un catholique français disait demain dans les médias, je ne peux pas concevoir d'épouser un non-catholique, comment ça serait interprété par le droit de, comment dirais-je, l'antiracisme institutionnel. Voilà. Je fais remarquer, moi, que selon la loi talmudique bien comprise, je vais me faire un petit plaisir peut-être de citer le plus grand penseur du Talmud, je crois que je l'avais mis quelque part, Monsieur Maïmonide, qui est le maître à penser, qui est au Talmud, ce que Moïse est à la Torah, voilà, et qui écrit, et que j'ai connu des gens, moi, que j'ai fréquentés, qui avaient dans leur bibliothèque les œuvres complètes de Maïmonide, c'est-à-dire qu'il faudrait savoir s'ils valident ce qu'il y a dedans, si c'est pour faire joli, s'ils ont le livre. À propos des nègres, Maïmonide écrit dans son guide des égarés, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'attiennent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Voilà. Donc, selon Maïmonide, qui est le grand maître du talmudisme, les Noirs ne sont pas des hommes, hein, au sens. Voilà. Je vous rappelle que M. Attali nous a expliqué que seuls les Juifs étaient des hommes. Voilà. Voilà. Et après, je regarde relations, mariage et relations sexuelles. Voilà. Selon Maïmonide, toute femme non juive est considérée comme non purifiée de ses menstrues, esclave païenne et prostituée. Voilà. Par conversion, elle perd les 3 premiers marques, mais reste toujours prostituée pour le restant de ses jours. Voilà. Je vous lis pas tout. Selon ce qui est écrit, la femme de ton prochain et non la femme de l'étranger. Un homme restera fidèle à sa femme, qui s'applique. Il n'y a pas de mariage valide. Alors, je sais sur le passage. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goye sont permis, bien au contraire, mais la punition principale est infligée à la goya, ce qui veut dire qu'en cas de viol d'un juif sur une non-juive, c'est la violée qui est responsable. C'est écrit, je ne plaisante pas, c'est écrit, c'est la loi du Talmud. Ce qui veut dire que ça éclaire quand même certains sujets actuellement. C'est-à-dire que selon la loi de M. Strauss-Kahn, il n'a commis aucune faute. J'aimerais qu'on me dise que j'ai mal interprété, que j'ai mal compris, et que j'ai abusé du sens. Je n'ai fait que mettre bout à bout des choses qui sont devant nous comme Apples, voilà. Et j'aimerais savoir si ces gens-là, je parle d'Attali, je parle de Bernard-Henri Lévy, qui fait l'apologie du judaïsme talmudique intégralement, osent, comment dirais-je, affirmer en pleine lumière, effectivement, que pour eux, parce qu'on voit qu'il y a une incroyable solidarité tribale aujourd'hui, face, comment dirais-je, à la mise en accusation de Strauss-Kahn. Et on avait vu la même chose d'ailleurs avec Polanski. C'est quand même bizarre, on se dit comment ça se fait que c'est les gens de cette communauté, pas tous, mais ceux-là qui se réclament d'un sionisme inconditionnel et du judaïsme talmudique contemporain, qui est le système de valeurs d'Israël, il faut le savoir. Hein. La constitution d'Israël, c'est la Torah, et aujourd'hui, c'est une théocratie militaire dont le pouvoir est au rabbin, il faut le savoir. Hein. J'aimerais savoir, effectivement, si c'est pour ça qu'ils ne voient pas pourquoi M. Strauss-Kahn mérite d'aller au tribunal et peut-être d'être condamné, voire à de la prison. Et à ce moment-là, je leur dirais, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes sorti totalement de la loi universelle et républicaine et française et que vous êtes passé
sans vous en rendre compte, par des glissements progressifs, vous êtes laissé emporter par vos succès, ou vous êtes passé totalement à la loi talmudique, qui contrevient à tous les principes universalistes et des droits de l'homme, et qui est, selon votre propre terminologie, quand vous la retournez contre moi, un racialisme et un racisme intégral et assumé. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que les gens qui pensent que vous êtes leurs élites communautaires s'en rendent compte? Est-ce que vous vous rendez compte collectivement sur quelle pente fatale vous êtes en train de descendre? Voilà. J'attends la réponse. C'est pas moi qui la donnerai. Voilà. Donc nous avons effectivement ces deux anathèmes articulés, l'antisémitisme et l'antifascisme. Et bon, pour revenir sur l'antifascisme qui est plus léger, et donc décrété fasciste aujourd'hui, finalement quiconque refuse de valider cette espèce de tartufferie aujourd'hui de l'opposition gauche-droite, c'est-à-dire que si vous dites le libéralisme bourgeois qui aujourd'hui est totalement incarné par la dérive financière de Wall Street, si vous dites cette dérive ne m'intéresse pas, et que si de l'autre côté vous ne validez pas non plus la vision trotskiste de Besancenot, qui est à dire la destruction des nations et des frontières, qui est en fait le masque humaniste du capitalisme financier bien compris, puisque ces deux systèmes de valeurs additionnés, l'un qui est une mécanique économique, l'autre qui est une espèce d'idéalisme pour étudiants BA, amène finalement à la libre circulation intégrale des capitaux, des marchandises et des travailleurs dans l'intérêt bien compris du profit. Voilà. À un moment donné, si vous refusez cette mascarade gauche-droite, et là je vais encore refaire un petit glissement sur DSK, on sait maintenant que cette opposition gauche-droite est une mascarade intégrale, puisqu'on voit que DSK, qui était le candidat de la gauche, pour succéder à M. Sarkozy, qui était censé être le candidat de la droite, est issu de la même communauté que lui. Alors Strauss-Kahn, c'est encore pire. Il se revendique sioniste intégral. Il dit que son projet, c'est d'aider par tous les moyens Israël. C'est-à-dire que, évidemment, il veut être élu président de la République française. Enfin, il voulait, pas pour aider la France, mais pour aider Israël. C'est des déclarations qu'il a faites que vous pouvez trouver. Il adhère aux valeurs du judaïsme talmudique, explicitement ou implicitement par son soutien inconditionnel à Israël. Et je parle de l'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire de Netanyahou-Lieberman. Je fais une petite remarque. La droite Netanyahou-Lieberman, sur un échiquier politique, rejetterait M. Jean-Marie Le Pen à l'extrême gauche. Il faut le savoir. Or, c'est les mêmes qui traitent M. Le Pen de fasciste et qui nous interdisent de voter pour lui ou pour sa fille en France, qui décrète, notamment le CRIF a décrété que Marine Le Pen ne méritait pas d'incarner la République, ils l'ont déclaré. Donc on découvre que c'est finalement cette communauté qui se revendique des valeurs du Talmud, qui donne les tampons de républicanisme pour savoir qui a le droit de représenter la République et la France. Et que par ailleurs, tout leur combat est dans le soutien inconditionnel d'un pays étranger dont la loi religieuse et explicite contrevient à toutes les valeurs universalistes aux droits de l'homme. Donc là, on est dans une obscénité et quelque chose d'aporétique au mieux, mais d'absolument contradictoire, effectivement, qui confine à l'obscénité totale, et qu'il va falloir à un moment donné débroussailler tous ensemble, y compris avec ce que j'appelle les juifs sur les bords, ceux qui ne sont pas complices de ça, qui n'y ont pas pensé, ou qui sont tétanisés et terrorisés par leur propre communauté. Car il faut savoir que la longue histoire du judaïsme, bien compris, c'est une élite religieuse lévitique, du Sanhédrin ou rabbinique, qui oblige des gens qui leur ont rien demandé, en gros, à obéir à la loi sous peine de punition. Et il y a effectivement beaucoup de juifs terrorisés dans la communauté juive par leurs élites communautaires, et on les terrorise de l'intérieur en les marginalisant s'ils n'obéissent pas, et aussi de l'extérieur en leur faisant croire que le monde des gentils, c'est-à-dire nous, ne rêvons que de les assassiner. Voilà. En fait, non, on leur tend les bras chaleureusement dans la paix et l'amour du Christ et dans l'égalitarisme républicain, à condition simplement qu'ils nous renvoient cet égalitarisme par leurs actions et cet amour et cette charité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors après, j'attends de voir si ce que je dis là mérite que je sois envoyé en prison par le tribunal de la République. Ça me fera, si jamais ça arrive, et c'est là mon petit travail, je dirais, d'expérimentateur sur moi-même, montrer que la loi républicaine, il faut changer de nom. Voilà, c'est autre chose. Ça s'appelle autrement, et comme ça, vous pourrez le vérifier. Comme vous pouvez vérifier tous les jours avec Dieudonné qu'il y a quelque chose qui va mal. Voilà. Donc, je dis, pour revenir au début de mon allocution, que tant que nous nous soumettons à la terreur des catégories de la domination, petite catégorie stupide et narcissique du grand écrivain à style ou de l'intellectuel pur à concept, on est incapable de faire le travail critique que je viens de faire, parce que c'est un travail de vérité qui demande de s'asseoir sur le style et de s'asseoir sur le concept abstrait, mais de mettre ses mains dans le cambouis, qui est une citation de Jean-Paul Sartre, en gros, les mains sales, voilà.
On peut toujours trouver toutes les citations à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que ce qu'on appelle les attaques ad hominem, par exemple, ne veut rien dire, parce que c'est une petite articulation que j'ai pas faite tout à l'heure. Quand vous mettez le lien entre un concept et les gens qui l'incarnent, aujourd'hui les imbéciles qui ont gobé toute la bêtise universitaire vous disent « vous faites une attaque ad hominem ». Non, je cite des gens dont l'attitude est exemplaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la théorie et la pratique. Donc, c'est pas ça une attaque ad hominem. Une attaque ad hominem, c'est de dire tu ne peux pas être un bon républicain parce que tu as un gros ventre. Ça, c'est une attaque ad hominem. Mais de dire Monsieur Bernanke est un gros salopard parce que, en tant que président de la Réserve fédérale américaine, c'est un ennemi du peuple américain et un ennemi de l'humanité, ça, c'est pas une attaque ad hominem. C'est nommer un responsable et un acteur majeur d'une entreprise collective, vous voyez, qui œuvre pour le mal. Voilà. Et donc là, je dis malheureusement, sur ce chemin de sérieux du logos et de vérité, il y a tout un travail, je dirais, à faire, qui est de remettre à leur place les universitaires professionnels de troisième zone, qui sont des intellectuels de troisième zone et qui ont gobé toutes les catégories de la domination, et qui se soumettent non seulement à ces catégories du concept abstrait, de l'attaque non ad hominem, qui d'ailleurs, je vous ai remarqué qu'il y a des catégories qui sont totalement, qui s'annulent quand on veut les... Vous voyez, pour DSK, on a parlé de théorie du complot. C'est marrant, c'est que vous êtes toujours ridicule quand vous prétendez qu'il y a des choses qui se passent de l'ordre d'organisation, mais dès que ça se retourne, c'est théorie du complot. C'est-à-dire que le 11 septembre, c'est pas la théorie du complot, c'est ridicule, mais DSK qui se fait arrêter parce qu'effectivement il s'est fait choper en essayant de violer la bonne, là, ça ne peut s'expliquer que par la théorie du complot. Donc c'est marrant comme quoi tout est toujours la malhonnêteté totale de nos maîtres du logos, qui en réalité pratique ce qu'on appelle la casuistique dialectique, dont le terme populaire est le pile-poule, est tellement ridicule et tellement obscène que je vois pas comment ils pourraient m'arrêter sur mon chemin de vérité, à part en me faisant la peau, finalement. Parce que tellement, ils ne font pas le poids. C'est-à-dire que tellement, ce sont des tout petits joueurs, c'est-à-dire qu'à force de boxer dans des combats truqués, finalement, ils sont des très 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 peu performants si on les met face. Exactement comme quand on met un comique merdeux de Rire et Chanson face à Dieudonné, plus personne n'a envie de rire, tellement on voit que Dieudonné est 100 fois plus drôle. Et c'est pareil un peu. Je mets au défi Bernard-Henri Lévy de venir m'affronter dans dans un vrai combat rhétorique, voilà. Ou Finkielkraut, que certains même gens du mouvement national ou des souverainistes prennent pour un intellectuel réactionnaire de premier plan. Quelle escroquerie, je veux dire, zéro, pot de balle, quoi, voilà. Et voilà, je les défie, effectivement, je les défie sur tous ces terrains-là. Voilà. Et je vous le dis, aujourd'hui, si nous voulons mener un combat de vérité, un combat pour la démocratie authentique, un combat pour la République authentique, un combat d'émancipation, que ce soit selon les valeurs chrétiennes de la charité, c'est-à-dire authentiquement catholiques, sont les valeurs authentiquement philosophiques des lois universelles du logos, c'est-à-dire les lois de la logique d'Aristote, ou selon les lois même de la gauche authentique, c'est-à-dire que Marx imposait, qui sont les lois des rapports de classe et de la lutte des classes, parce que là je démontrerai que si on veut se servir de l'outil marxiste, il y a une violente lutte des classes à l'intérieur de la communauté juive, et il est évident qu'il y a des antagonismes de classe, et que l'intérêt de Bernard-Henri Lévy et l'action qu'il mène n'est absolument pas en faveur, je dirais, des juifs pauvres qui vivent au contact, notamment des Français pauvres, et de la population immigrée française, souvent de confession musulmane. Je pense que le pire danger que fait courir aux juifs du 93 ou du 19e ou du 20e arrondissement, c'est pas moi, c'est Bernard-Henri Lévy qui le fait. Je pense aujourd'hui que l'attitude ultra-sioniste, ultra-méprisante et ultra-talmudique des élites juives d'argent françaises, communautaires et sionistes, est un vrai antagonisme de classe masqué par du tribalisme et de l'enfumage talmudique par rapport aux intérêts objectifs de la communauté juive moyenne. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que si je veux aller encore plus loin dans l'explicitation, je pense que le plus grand fournisseur d'antisémitisme aujourd'hui en France sont les élites juives communautaires. Bernard-Henri Lévy produit tous les jours de l'antisémitisme, voilà, et qu'il met en danger ce qu'il croit être ses coreligionnaires, en fait, dans lequel il se retrouve en antagonisme total. Et je pense il serait temps, puisque Karl Marx nous a apporté aux chrétiens issus de la monarchie catholique, finalement une lecture de classe, c'est-à-dire qu'effectivement, en dehors d'une certaine solidarité nationale et d'un certain sentiment d'appartenance, il y avait des antagonismes de classe qu'il fallait identifier entre notamment, par exemple, une bourgeoisie et un prolétariat. Il serait temps que cette lecture de classe s'applique à l'intérieur de la communauté juive
Et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce que la solidarité tribale empêche la conscience de classe. Et qu'aujourd'hui, je dis, les pires ennemis de la communauté, parce qu'elle existe, ce n'est pas moi. Hein. Ce sont, à mon avis, la grande bourgeoisie communautaire, sioniste ultra, incroyablement arrogante, incroyablement ouvertement anti-française, anti-populaire et anti-gauche, quoi, je veux dire, hein, et qui, effectivement, par un amalgame dont ils sont les responsables, et par ce processus, je dirais, anthropologique qui est l'essentialisme platonicien, on a la tendance à dire, puisque les élites communautaires sont comme ça, tous les juifs sont comme ça, ce qui n'est pas le cas, on a ces tensions qui montent, de plus en plus visibles, puisqu'après Dieudonné, qui était un antiraciste, qui avait lutté contre le Front National, il s'est violemment retourné contre la communauté organisée. Nous avons récemment Galliano, homosexuel de la haute couture, qui a fait des déclarations fracassantes, et récemment Lars von Trier, c'est-à-dire un cinéaste d'avant-garde danois. Je dis que tout ça fait sens, ce sont des marqueurs d'une colère qui monte et d'une prise de conscience, et je le dis clairement, notamment que parce que les exactions d'Israël, et en comprenant progressivement que les exactions d'Israël ne sont jamais que l'application politique des valeurs du Talmud, il y a des gens qui, ayant un cerveau qui fonctionne et parfois un peu de courage, remontent du sionisme à la pensée juive talmudique contemporaine et se rendent compte que le problème, finalement, Israël n'est pas la cause, mais est l'effet de cette pensée juive dominante. Et je fais remarquer que finalement les antisionistes de gauche et les sionistes de gauche d'ailleurs, et les antisionistes belges, sous le haut commandement de du charlatan en chef qui est monsieur Chomsky, ont pour travail objectif d'empêcher que cette jonction entre Israël et judaïsme se fasse, et qu'ils sont en réalité les derniers protecteurs par leurs mensonges, effectivement, de cette causalité bien comprise. Effectivement, le sionisme n'est qu'un épiphénomène et une conséquence d'une remontée incroyable de la violence et de l'arrogance judéo-talmudique dans nos élites occidentales. Et à la limite, aller envoyer des jeunes se faire écraser par des caterpillars en Israël ne sert à rien. C'est aussi stupide et malhonnête que les syndicats qui envoient des pauvres défiler devant des pauvres pour les retraites, alors que tout est déjà joué d'avance, et que le pouvoir d'Israël se situe à deux endroits. Il se situe à Wall Street, c'est-à-dire dans cette finance apatride mondialiste anti-entrepreneuriale et aujourd'hui d'ailleurs qui devient quasiment anti-protestante, hein, et dans cette puissance de l'argent, que j'appelle la banque, et qui permet effectivement d'accomplir historiquement les valeurs du Talmud, et la vitrine de cette arrogance, comme un milliardaire s'achète une équipe de football, c'est Israël. Je dis qu'Israël n'est jamais que l'équipe de football de l'arrogance, de la haute finance talmudique, juive, mondiale. Voilà. Et si on ne comprend pas ça comme ça, on ment, on n'a rien dit, on envoie des gens au casse-pipe pour rien. Quelque part, on se trompe d'adversaire, parce que j'ai plus de respect pour ceux qui combattent pour Israël que pour ceux qui font semblant de les critiquer ou qui empêchent qu'on critique intelligemment ce processus global qui est une dégénérescence, à mon avis, de la conscience et de l'humanisme. Et je dis que finalement, le dernier verrou qui empêche la compréhension de ce phénomène global, c'est finalement l'antisionisme Chomsky et l'antisionisme belge. Donc je dis à ces gens, soit vous ne comprenez pas ce que vous faites, soit vous le comprenez très bien, et c'est pour ça qu'on vous laisse ce fromage, sans jamais vous inquiéter. Car je fais remarquer que moi, je rencontre des difficultés terribles, et je me rends compte que des Michel Collomb ou des Bricmont ne rencontrent pas le même genre de problème que moi. C'est que finalement, leur antisionisme n'est pas du tout jugé dangereux pour le sionisme réel. Hein. Voilà. Et voilà, j'achèverai cette longue introduction et présentation, effectivement, par voilà ces phénomènes récents, étranges, tout ce que révèle l'affaire DSK, car il y a tout dans l'affaire DSK, et aussi cette étrange, comment dirais-je, chose qui s'est passée récemment aux États-Unis, c'est-à-dire Obama, le président de la plus grande puissance du monde, demande à ce qu'on fasse un État palestinien, qui est le plus vieux conflit contemporain. Ça fait 63 ans que ça dure. Hein. Il n'y a pas de conflit aussi long dans l'histoire récente. Qu'on fasse un État palestinien sur les frontières de 67, ce qui est déjà admettre la partition de 48, etc. Et que Netanyahou arrive, il n'en est pas question de sale négro. En gros, c'est ça. Tu vois. C'est-à-dire, t'es rien. Le message qui passe, c'est t'es qui toi? Tu vois, qui a le pouvoir de Obama ou de Netanyahou? Et qu'on ose, que Michel Collomb ose faire ce travail de décryptage, qu'il en ait le courage. Ou sinon qu'il arrête, comme je le dis, de me traiter en chien crevé, et finalement de me traiter, parce que c'est ce qu'il fait, d'antisémite et de fasciste. Je dis, cette mascarade a assez duré. Je pense que moi, je lutte authentiquement contre le fascisme, le vrai fascisme, le fascisme contemporain, celui que M. Strauss-Kahn était chargé de mettre en place en France demain s'il avait été élu via la logique du FMI, hein, voilà, et ce fascisme bancaire qui se met en place partout en Europe actuellement et qui fait se lever les peuples de colère
par leur souffrance sociale réelle. Hier, ça a commencé hier en Grèce, lieu hautement symbolique. En Espagne aujourd'hui, peut-être sans doute en Irlande demain, en France après-demain. Voilà. Et vous verrez que tout ça s'articule et que tout ça est assez cohérent, que ça fait sens et que ça ne fait de moi, au sens bien compris, ni un fasciste ni un antisémite, au contraire, mais quelqu'un qui est le président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation et qui dit gauche du travail, droite des valeurs, pour une réconciliation nationale. Voilà. Maintenant, j'attends sur ce terrain, et M. Collomb et Bricmont à gauche, et M. BHL et Finkielkraut à droite. Je les attends sur le terrain de la lutte honnête par le verbe et le sens. Voilà.